Les conséquences, bien après son assassinat, il y a eu la guerre de 14-18 qui a été une matrice pour toute une époque, bien qu'auparavant le colonialisme et la domination des empires aient préparé cette guerre et que cette guerre, eh bien, elle menaçait depuis longtemps au début du XXe siècle. Puis finalement, elle a éclaté avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire ce qu'on a appelé du terme un peu impropre, mais éclairant, la barbarisation dans les tranchées et une sorte de pessimisme qui s'est emparé de la France avec tous ces monuments aux morts un peu partout, un culte de la peur et d'une fausse paix, bref, ce qui a permis après du côté allemand avec les rancœurs vis-à-vis du traité de Versailles, des conditions inégales, ce qui a permis le surgissement et ce qui a été toléré de notre côté, le surgissement de l'hitlérisme. Donc on a toutes ces conséquences qui ont été les conséquences pour le XXe siècle avec la Deuxième Guerre mondiale et une situation depuis, il faut le dire, de guerre larvée ou ininterrompue parce qu'il n'y a pas les bases d'une politique de paix. Donc, 1914-2014. Aujourd'hui, la guerre menace à nouveau. Et on le voit en Ukraine, on le voit au Proche et Moyen-Orient, on le voit dans la politique agressive des fonds vautours contre l'Argentine. Et cette politique de guerre, eh bien, elle vient pour les mêmes raisons, mais en beaucoup plus grave, en beaucoup plus générale que celle qui est venue et qui a produit 1914. Ce sont ses intérêts financiers, ses intérêts monétaires, ses intérêts d'une politique où l'on fait passer le profit immédiat avant le développement mutuel entre les peuples, avant la production de ce qui est vraiment une richesse commune, c'est-à-dire donner un avenir aux générations futures. Et dans la situation actuelle, on voit les mêmes causes apparaître qui étaient celles de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Donc l'assassinat de Jaurès veut dire il faut comme lui s'insurger. Et comme lui et Rosa Luxembourg, le 29 juillet 1914 à Bruxelles et auparavant, appeler à une mobilisation contre cette guerre. Mais une mobilisation, ce n'est pas suffisant. Et l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est qu'il faut proposer une politique économique, une politique sociale, qui est une politique anti-guerre et une politique qui permet de construire la paix. Ça veut dire une politique de développement économique, de création d'emplois qualifiés. Ça veut dire une politique où on investit dans les énergies, dans les technologies du futur qui permettent de produire plus par être humain, par unité de surface et par kilo ou par gramme de matière apportée. Et alors oui, on peut avoir ce qui est la base de la paix, c'est-à-dire un potentiel de développement de la population, nourrir plus d'êtres humains, leur permettre d'avoir une vie plus digne et un développement meilleur. Et c'est peut-être l'aspect qui manquait dans le développement, dans l'approche de Jaurès, qui était une approche d'empêcher la guerre. Et il faut, plus que d'empêcher la guerre, créer les conditions de la paix future. Alors je sais que Jaurès en avait une idée, c'est son idée du crédit démocratique. Il faut reprendre cette idée et en faire une idée pour une réalité, pour reconstruire l'économie mondiale aujourd'hui. Ce qui a changé, je dirais à la fois tout et rien. Rien parce que les mêmes intérêts d'une oligarchie financière sont au pouvoir, comme avant 1914, dont Jaurès ne distinguait peut-être pas assez bien la course en avant vers un affrontement. On dit que ces intérêts financiers ne voulaient pas la guerre parce qu'ils voulaient continuer à faire leurs affaires. Et c'est faux, même si individuellement certains pouvaient avoir cette idée, en réalité, en tant qu'intérêts financiers, ils étaient destructeurs. Et c'était des intérêts qui n'avaient aucun moyen, aucun sens de créer un avenir. Donc ça, c'est la similarité. La différence, c'est cette fois-ci, il y a eu les deux guerres du XXe siècle, il y a eu les guerres coloniales, donc les êtres humains devraient un peu mieux savoir ce qui les guette. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une entreprise d'enfumage général par les médias, par tous les moyens de communication, sur Internet aussi, qui rend les gens un peu paralysés, qui ne croient pas que leur subjectivité, leur individualité peut s'engager dans une aventure collective qui permette d'améliorer les choses. Donc il faut recréer aujourd'hui
bien plus ce sens du développement mutuel, du travail en commun, du collectif. Et ça, c'est ce qu'il y a de nouveau. En même temps, les moyens de communication sont beaucoup plus développés qu'à l'époque. Donc il y a une capacité de communiquer, de connaître et de comprendre qui nous est donnée. À nous de relever le défi et d'affronter ces médias qui, en fait, directement ou indirectement, servent et ses intérêts financiers. Et désormais, il suffit de voir des jeux vidéo, il suffit de voir des films, une véritable culture de la mort qui est destructrice. Il est pour une politique militaire qui suppose l'intégration dans le corps social, dans la nation, de l'armée. C'est-à-dire que c'est une armée qui d'abord défend le territoire, n'est pas dans des aventures, ne s'engage pas dans des aventures extérieures, et qui ensuite est une armée qui est vraiment une armée de la nation, pour la nation et avec la nation. Il faut évidemment s'inspirer de ce que Jaurès, de ce point de vue, pensait, parce que sans une armée intégrée dans la nation, il n'y a pas de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, nous avons un secteur militaire qui est avancé, bien que n'ayant pas tellement développé depuis 10 ou 20 ans, qui est le secteur de notre force de frappe sous-marine et de nos rafales. Et de l'autre côté, nous avons une armée qu'on fait intervenir en Afrique, par exemple, qui est dépourvue. Donc il s'agit dans cette espèce de bizarre division de notre armée, de réintégrer les choses dans une armée qui soit du peuple. Et je crois que Jacques Chirac a commis une très grave erreur en supprimant la conscription, qu'il faut rétablir un véritable service de la nation de 6 mois, dans lequel on apprendra la stratégie de la guerre, pas tellement la manipulation de telle ou telle arme, mais la stratégie de la guerre, la stratégie politique, et surtout quel type d'économie il faut mettre en place, et que les gens expérimentent dans un service social ce type d'économie qu'il faut mettre en place. C'est tout le souci à la fois du droit et de l'égalité qui était celui du socialisme de Pierre Leroux et de Jean Jaurès. Les uns sont tombés dans les excès du collectif et les autres dans l'individualisme libéral. Il faut retrouver cet élan vers cette participation à sa vie, aux décisions, qui était celle de ce socialisme français, qui était à la fois associationniste et mutualiste. Il faut retrouver cela, qui est ce qui a manqué à la révolution bolchevique et ensuite à l'URSS. Il faut trouver ce sens de participation et de confiance dans le peuple, avec en même temps l'instruction et l'éducation du peuple. C'est-à-dire que c'est ce rapport entre le peuple et ceux qui prennent la responsabilité des affaires publiques qui peu à peu doit s'établir pour que surgissent du peuple lui-même ceux qui prennent ces responsabilités. Et que vraiment on en arrive à cette époque dont parla un jour Marx, que l'État social de l'avenir serait établi quand toute cuisinière pourrait devenir chef de l'État. Et je crois que c'est à cela qu'on doit penser. Chaque Français doit penser qu'un jour il doit être chef de l'État, qui peut l'être, et qui prenne les responsabilités qui lui permettent de l'être et qui se donne le droit de l'être aussi. La vision du futur était celle-là, qui est cohérente avec sa vision de l'armée et de l'intégration de l'armée dans le peuple. C'était ce lien entre la liberté et l'égalité. Et ce lien étant établi par la notion de solidarité ou de fraternité. Et c'est cette notion de fraternité, cette notion de chaleur humaine, de travail en commun par rapport à un destin situé dans le futur, dans un futur meilleur. Penser que le futur peut être meilleur que le présent, mais que c'est pas une chose dont on a la solution définitive. C'est pas une chose, comme pensaient certains, qu'on a la formule. Il n'y a pas de formule. Ça se fait en travaillant ensemble, en œuvrant ensemble pour l'avenir. Et je dirais qu'un homme politique devrait être un bon jardinier, c'est-à-dire ça devrait être celui qui sait
préparer le sol, arroser, préparer le terrain pour que poussent les meilleures et les plus belles plantes possibles. Et l'éducation dans ce sens, c'est une constante en France, c'est une constante dans notre être dans le monde de la République française. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ce sens de l'éducation. Donc il faut à tout prix qu'on le retrouve dans une éducation qui ne soit pas fondée sur soit le manque de direction, soit les mathématiques et les formules, mais qui soit basée vraiment sur la création, avec tout le caractère de jeu, tout le caractère ludique que comporte la création. C'est ce que voulaient Marie Curie et ses amis lorsqu'ils ont créé leur petite école, et c'est ce que veut la main à la pâte. Il faut le faire dans l'enseignement secondaire et aussi dans l'enseignement supérieur, et pas avoir une éducation dans laquelle le baccalauréat est donné à tout le monde et on prétend que c'est un progrès. De mon temps, dans les années 1950-1960, il y avait 0,2, 0,5% de mentions très bien. Chaque année, maintenant, il y en a 10%. Donc ce n'est plus le même baccalauréat. C'est quelque chose de différent où, à travers une soi-disant égalité, en fait, on sert une élite qui sont ces 10%. On essaye de la sélectionner. Donc il faut sortir de là et faire une intégration de l'éducation dans le peuple, exactement comme Jaurès voulait intégrer l'armée dans le peuple. C'est pas Clémenceau et Ferry, c'est bien plus. C'est un positivisme d'État. C'est-à-dire où on pense qu'il y a un type d'homme décent, d'honnête homme qu'on fonde, et qui est différent du travailleur. Et il y a ce détachement de gens qui se pensent avoir une responsabilité, pour ainsi dire, naturelle dans les affaires, qui se détachent du peuple, de gens qui travaillent et des gens qui œuvrent. Il y a un socialiste argentin qui d'ailleurs était ami de Jaurès, qui s'appelait Juan Bautista Justo, qui le disait, il disait jusqu'à maintenant on a servi les gens décents, les gens pudientes, on dit en espagnol, les gens décents, maintenant il s'agit de servir les travailleurs. Il y a un Jaurès contrarié. Voilà, alors expliquez-nous ça. Jaurès veut faire l'unité des socialistes, qui sont éparpillés en plein de familles. Mais au moment où il fait ça, il va concéder un peu à la tendance dite guédiste, marxiste, matérialiste. Donc il est là, non plus le pur intellectuel Jaurès, non plus Jaurès lui-même, mais Jaurès, le chef de parti qui cherche à rassembler. Et donc il fait des compromis. Tout le XXe siècle socialiste va être dominé par ce compromis jaurétien, dont on peut considérer, et en tout cas c'est ma lecture aujourd'hui, qu'il n'a pas nécessairement fait du bien à la gauche française. J'ai ici le texte que nous avons fait publier de La réalité du monde sensible et que Vincent Payon a commenté sans citer notre référence. Dans ce texte, Jaurès, dans le chapitre 6, il termine en disant « Pourquoi dans l'univers immense ne verrions-nous pas peu à peu, toutes les puissances de l'homme étant réconciliées avec elles-mêmes, la lumière vraie mais brutale du soleil, accueillir dans ses rayons la lumière de l'esprit ami et fraternel. Il ne faut pas que le monde des sens fasse obstacle aux clartés de l'esprit, il ne faut pas que les clartés de l'esprit offusquent le monde des sens. Il faut que la clarté du dedans et la clarté du dehors se confondent et se pénètrent, et que l'homme hésitant ne discerne plus dans la réalité nouvelle ce que jadis il appelait de noms en apparence contraires, l'idéal et le réel. Que le monde sera beau lorsqu'en regardant à l'extrémité de la prairie le soleil mourir, l'homme sentira soudain, à un attendrissement étrange de son cœur et de ses yeux, qu'un reflet de la douce lampe de Jésus est mêlé à la lumière apaisée du soir. Eh bien, Jaurès n'est pas un homme de compromis. Il est quelqu'un qui tente constamment d'inscrire l'idéal dans le réel, et avec une immense générosité. Et je crois que les socialistes d'aujourd'hui ne sont pas capables de le voir, parce que pour eux, le compromis est un accord de consensus pour arriver au pouvoir et tenter de le conserver. Pour Jaurès, ce n'est pas du tout cela. Il n'a d'ailleurs jamais exercé le pouvoir. Pour Jaurès, c'est de réunir
fraternellement les êtres humains qui sont en mesure de coopérer, de travailler à rendre encore une fois l'avenir meilleur. C'est ce que disait l'Argentin Justo, l'ami de Jaurès, qui avait écrit un livre, que Jaurès a repris, un livre en 1909. Jaurès avait repris ce livre, il l'avait ramené en France quand il est revenu, je crois, en octobre 1911. Et ce qu'il disait, nous fondons un parti de travailleurs pour servir, avec la terminologie de l'époque, disait Justo, le prolétariat, mais ce parti est ouvert à tout être humain qui entend servir l'intérêt de l'humanité, et en particulier de ceux qui y travaillent, c'est-à-dire le prolétariat. Et je pense que c'est la vision de Jaurès. Alors ce n'est pas du tout un compromis, c'est un désir de tenter de mettre en commun une force suffisante pour se transformer les choses. Alors Jaurès a essayé de le faire au niveau national, comme au niveau international. Et si j'aurais à faire, disons, non pas une critique, parce qu'on ne peut pas faire une critique à un esprit comme Jaurès, mais à exprimer, disons, un point, à souligner un point dans lequel il s'est trompé, c'est dans son fameux et très beau discours du 29 juillet 1914, prononcé à Bruxelles, donc 2 jours avant sa mort, qui est le discours contre la guerre, où il dit « La mort marche, prête à devenir visible ». C'est un très très beau discours, et lui et Rosa Luxembourg sont ensemble dans ce combat, bien qu'elles sont en désaccord sur d'autres points, si on peut appeler ça un compromis, d'être ensemble, de gens de convictions différentes sur certains points, mais qui se battent contre la guerre et qui sont tous des socialistes. Oui, il s'agit d'un compromis, bien sûr, mais tous deux se battent. Alors Jaurès a une parole, à mon sens, malheureuse, lorsqu'il dit « Le gouvernement français est le meilleur allié de la paix, de cet admirable gouvernement anglais qui a pris l'initiative de la médiation ». Or, le gouvernement anglais n'était pas du tout admirable, il était un de ceux qui fomentaient la guerre parce que c'était l'Empire britannique qui était partisan de cette guerre. Le grand problème de 14, c'est qu'il n'y a que des empires. Il y a l'Empire allemand, il y a l'Empire austro-hongrois, il y a l'Empire ottoman, il y a l'Empire britannique et il y a l'Empire français qu'il ne faut pas oublier non plus, qui s'oppose à l'idée de république. Et Clémenceau est quelqu'un qui a pour cet empire, au fur et à mesure que passent les ans, une certaine... disons, amitié. Jaurès, non. Jaurès est partisan de la liberté des peuples. Et si la France a une mission pour lui, c'est celle de créer les conditions de cette liberté. Alors, il se trompe par générosité, je pense. Il donne au gouvernement français trop, je dirais, de sympathie, parce qu'il pense que c'est une république. Et il ne voit pas derrière ces intérêts d'empire qui se développent notamment autour de Poincaré et de son entourage. Donc, et de Viviani qui n'arrive à rien arrêter, il voit venir la guerre, il ne sait pas l'arrêter. Jaurès se trompe un peu sur cette question-là, se trompe même beaucoup, je dirais, sur cette question-là. Mais son erreur n'a pas d'importance par rapport au combat qu'il mène contre la guerre partout, et même à l'intérieur de la France. Et très vite, il se reprendrait. Il se serait repris si il n'avait pas été assassiné. Parce que son sens de la paix est au-delà de son jugement sur qui peut se battre pour cette paix. Alors, aujourd'hui, nous savons davantage, grâce à lui, nous savons davantage qu'il y a une oligarchie financière, que cette oligarchie financière, c'est la City de Londres, c'est Wall Street, et que c'est là qu'il y a un parti de la guerre, parce que cette oligarchie est arrivée aujourd'hui en bout de course, et arrivée en bout de course, toujours, elle a songé à la guerre comme option finale, au conflit militaire. Sauf que cette fois-ci, nous sommes dans un monde où les partisans de la guerre ont des dents thermonucléaires. C'est le grand danger, et en même temps un espoir, puisqu'on pourra dire ce n'est pas possible de faire une guerre qui risquerait d'anéantir une partie de l'humanité. Et c'est pour cela, si l'on revient à ce qui se passe actuellement à Gaza, qui est en petit, ce qui risquerait de se passer en grand à l'échelle du monde, qu'il est si important d'élaborer une stratégie de paix par le développement mutuel qui permette à chacun de trouver les moyens de travailler ensemble en vue d'un avenir. C'est pas une bonne idée, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que Jaurès avait un sens à la transcendance, contrairement aux socialistes d'aujourd'hui.
Donc il puisait dans ce qu'il appelait les puissances ou les forces de l'esprit, le sens de la justice vis-à-vis du monde qu'il habitait, le monde dans lequel il vivait. La veille de sa mort, avant de rentrer à Paris, il était à Bruxelles, il va voir les peintres flamands au musée de Bruxelles. Donc pour lui, il doit constamment se ressourcer dans l'art. Et il a dit quelque chose de très beau, Jaurès, sur justement ce qui lui donne ce sens d'un manque. Tout être humain a un manque dans sa vie. Et Jaurès le dit très bien quand il dit « Ah, si je pouvais m'exprimer par la musique, par la danse, par la peinture, comme je m'exprime par la parole, combien j'aurais d'idées que je n'ai pas et combien de sentiments qui me seront toujours inconnus. » Donc c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut être en rapport avec cette transcendance qui nous révèle nos manques et qui nous donne un sens à la fois de nécessité, c'est-à-dire se battre à chaque instant pour la justice, pour la paix future, pour les générations à naître, et en même temps un sens d'humilité qui fait que nous savons que nous le ferons toujours avec une dose d'imperfection. Et je crois que Jaurès avait le sens vraiment très profond de cela. Et c'est ce qui est si important dans son rapport plus général à l'art. Bien que parfois je ne sois pas d'accord sur ce jugement artistique, ça n'a aucune importance. Ce qui a une importance, c'est l'attachement à l'art, l'attachement à la philosophie et son attachement aussi à la science. C'est un des rares, à une certaine époque, dans la gauche, qui admire la Tour Eiffel, par exemple. Il le dit en revenant à Paris un soir, en revenant à Paris, en rentrant à Paris. Alors, c'est si important, pourquoi? Parce que depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale, nos dirigeants politiques ont une culture, oui, historique, politique. Ils ont aussi une culture littéraire. François Mitterrand avait une grande culture littéraire. De Gaulle a une certaine culture aussi historique très grande, plus grande que celle de François Mitterrand. Mais tous manquent de quelque chose. Alors les derniers, n'en parlons pas, je ne mentionnerai même pas leur nom. Mais ils manquent de culture philosophique, ils manquent de culture artistique, esthétique, et il manque également de culture scientifique. Et ces trois choses, la science, l'art et tout ce qui concerne la philosophie, sont nécessaires à un homme d'État. Et qu'aujourd'hui on n'est pas cela, qu'on soit dans la vitesse, dans l'immédiat, on opère, on formate, on tente de faire vite, qu'il n'y ait pas cet arrière-plan transcendant, c'est terrible. Et c'est ce qui rend les hommes d'État incapables de changer l'ordre des choses et se laissant mener par le cours des choses, tout ce qui a fait leur carrière, tout ce qui leur a permis d'être là où ils étaient. Jaurès, non. Jaurès puise constamment dans cet arrière-plan et en fait quelque chose qui lui permet d'être toujours en avant, un peu en avant de son temps, et assurer que le temps de l'avenir puisse venir. Donc aujourd'hui, il faudrait retrouver cela dans notre vie de tous les jours, dans aussi la responsabilité que devraient prendre les hommes politiques, qui devraient voir plus loin et avec plus de générosité comme Jaurès.